Cette semaine, dans le balado, on vit une histoire d'amour non conventionnelle et notre corps subit des transformations singulières. Bienvenue à mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut, Jeff. Salut. Ben, dans les deux cas, il y a des transformations corporelles bien singulières. Oui, effectivement, on peut rajouter ceci. En fait, chose certaine, c'est une fin de semaine pré-Saint-Valentin assez spéciale. On n'a pas vraiment de film plus standard, disons, pour les amoureux, disons ça comme ça. Même, je pourrais te parler d'un troisième film qui pourrait sembler romantique, mais qui parle surtout de consentement. Donc, notion très importante pour vos dates de Saint-Valentin. Bien sûr, bien sûr. Alors, avant de s'attaquer aux sorties de la semaine, un petit tour d'horizon des actualités. Quand même une semaine assez chargée. J'ai recensé quand même beaucoup de trucs. Alors, j'y vais et tu réagis? Oui, parfait. Je suis tout oui. Bon, mais on sait quand même depuis un certain temps que Quentin Tarantino voulait prendre sa retraite, qu'il lui restait un dernier film en théorie à tourner. Oui, c'est ça. Jusqu'à temps qu'il trouve une twist pour nous annoncer comment il en ferait d'autres. Ouais, ce serait très surprenant qu'il n'y ait plus rien à dire soudainement. Moi aussi, je serais étonné. Je pense que. Mais là, il en reste un si on compte les deux Kill Bill comme un film, c'est ça? Oui, c'est ça. Son fameux 10e film. Okay. Donc, qui l'a annoncé officiellement. Ça va s'appeler The Movie Critic. Okay. Un film qui se passe en 1977 et c'est inspiré d'un vrai personnage que Tarantino lisait. Un critique de film qui faisait des critiques assez vitrioliques dans un magazine porno. Ouais. Mais c'est des critiques de films normaux. De films normaux, mais dans un magazine érotique. C'est ça. Okay. Des fois, pour ceux qui lisent des articles. Et voilà, effectivement. Okay. Parce que Playboy en faisait quand même des articles sur le cinéma populaire, tout ça. Mais là, c'était vraiment critique de films. Puis, d'après Tarantino, il y avait vraiment du plaisir à le lire. Et la personne est décédée quand même dans la trentaine, je pense, de problèmes d'alcool et tout ça. Donc, il va retrouver pour cette occasion-là, mais je pense que ce ne sera pas lui qui va jouer le rôle principal, Brad Pitt. Parce que là, si on parle d'un personnage qui est dans la mi-trentaine, là, il y a des limites. Casting, là. Je sais qu'il vieillit bien, mais quand même. Ouais, c'est ça. Donc, on ne sait pas encore quel rôle aura dans le film Monsieur Pitt. Timothée Chalamet, ça va être ça, son rôle principal. Peut-être. Mais donc, tournage qui devrait débuter au courant de l'année pour une sortie en 2025. Quand même, OK. On est rendu là. Okay. Ouais, on est rendu là. C'est pas juste annoncé comme ça. Donc, curieux de voir ce qu'il va faire. Encore une autre lettre d'amour au cinéma et à Hollywood, mais avec son dernier film, évidemment, qui était Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Et qui avait transformé en livre par après. Ouais, parce qu'il était comme un peu le director's cut de son propre film, parce que c'est plus facile de faire un livre de 400 pages qu'un film de 400 minutes. Oui, puis je pense que c'était comme une tendance qui semble vouloir faire, là, de se lancer plus dans l'écriture romanesque et tout. Fait que c'est peut-être son après-carrière cinéma. Là. En tout cas, ça va être à suivre, mais moi aussi, j'ai des doutes que ce soit vraiment son dernier film. Là. Je serais pas étonné que dans 10 ans, là, il va revenir. Mais penses-tu qu'il va finir par en faire là, quand il était associé à Star Trek puis des affaires comme ça? Pas nécessairement un Star Trek, mais faire des films de franchise puis qu'un jour, il va... Peut-être pas comme réalisateur, mais je serais pas étonné qu'il scénarise peut-être quelque chose du genre pour son plaisir. Là. Mais qu'il réalise pas. Je sais pas s'il va être le genre que, à un moment donné, il va se mettre à faire un film par année, là, faire des TV-movies d'action sci-fi, là, un peu comme justement Bruce Willis, mais on nomme lui parce qu'il en a fait plein là, pour des raisons qu'on connaît, mais John Cusack, là, il en fait à pelleter, Steven Seagal, là, des films d'action, mais que ça va être comme les réals aussi, là, en vrai. Ça serait triste. 2 réalisations par année là, de films pour le Sci-Fi Channel. Ça serait un peu triste dans il faudrait vraiment que je pense qu'il se retrouve en problème financier pour se mettre à pelleter de même. Sinon, annonce aussi d'une nouvelle suite d'une franchise, justement, que tu parlais, et qui n'est pas tant une grande surprise vu le succès quand même que la nouvelle suite avait connu l'an dernier, le Evil Dead. OK. Rise, oui, là, ça, c'était, je pense, Evil Dead. Rises. Donc, Sam Raimi revient toujours comme producteur. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il est allé chercher un jeune cinéaste français, Sébastien Vanissek, qui a tourné un film Vermine, qu'on n'a pas eu nous autres ici au Québec. Non. Qui a eu de bons boss dans des festivals. Un film d'horreur, ouais, c'est ça. Je pense tourner avec vraiment peu de moyens. Le nom me dit quelque chose. Peut-être que j'ai vu passer la bande-annonce ou de quoi quand ça boomait un peu.
Donc, moi, ça m'a donné vraiment le goût de le voir. Si Raimi va le chercher personnellement, c'est parce que le film doit avoir certaines qualités. Donc, on ne sait pas si c'est officiellement une suite à La Dernière Offrande ou si l'histoire va prendre une tangente ailleurs. Là. Donc, tout ça va rester à confirmer. Mais visiblement, la franchise se porte. C'est ça. Mais là, c'est juste une annonce de on va en faire un autre, ouais. Mais là, on est peut-être plus. Mais quoi que ces films-là, ils arrivent souvent sans tambour ni trompette. Là. J'allais dire, on est peut-être plus dans le 2026, mais ça se peut que. Ouais, c'est pas octobre 2025, ils ont en masse le temps. Oui. Parce que s'ils se mettent à l'écriture, là, ils peuvent faire un tournage à l'automne aisément. Là. Et parlant de remake aussi, des retrouvailles pour Spike Lee et Denzel Washington qui vont refaire un film d'Akira Kurosawa de 1963 qui s'appelle High and Low, qui est à propos d'un rapt d'enfants qui tourne mal. Okay. Je pense que ça fait partie des grands films de Kurosawa, que j'ai jamais vu la version originale. Mais, moi non plus, mais je sais que quand on refait Kurosawa, on s'attaque à de grands souliers quand même. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis c'est comme un genre qu'on connaît moins Spike Lee, et beaucoup dans un film plus social, historique, de commentaires. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir. Évidemment, c'est lui qui a co-scénarisé le film, donc il va peut-être avoir un angle aussi, un nouvel angle à l'histoire. Donc, à suivre. Normalement, ça devrait être pour 2025 aussi. Sinon, c'était la grosse semaine de Disney. Donc, le PDG Bob Iger... une des grosses semaines de Disney. Ouais, je veux dire, quand c'est pas ça, c'est la... Mais là, c'est peut-être la Disney, mais des fois, c'est le CinemaCon de quelque chose. Après ça, c'est la spéciale Star Wars, le spécial, mais bon. Là, c'était l'appel avec les investisseurs. C'était comme la mise à jour de Disney. Des têtes qui ont tombé? Il n'y a pas de tête qui a tombé, non. On annonçait plus des projets ou on confirmait des projets. Une des annonces surprises a été une suite à Moana qui va sortir pour l'Action de grâce cette année. Oui, mais attends, ils faisaient un live action avec La Roche, avec The Rock, bien sûr. Mais ils vont faire une suite animée, c'est ça? OK. Oui. Fait à l'origine, qui devait être pour la plateforme Disney+. Ouais. Je pense que c'était même une série qu'on a remontée sous forme de film. Je pense que les derniers échecs commerciaux des films de Disney d'animation, ils ont peut-être dit OK, il faut aller vers une valeur sûre là, avec Moana, fait qu'on on va retravailler notre histoire. Mais tout ça, c'était fait un peu en secret. Là, ça a comme pris un peu l'industrie par surprise, cette annonce-là. Donc, Moana 2 en novembre 2024, mais la version live, effectivement, au printemps 2025. OK, comme 6 mois plus tard, live action du premier film. Oui, du premier film. Fait que ça fait beaucoup de Moana, un petit laps de temps. Oui, c'est ça. C'est quand même audacieux, mais bon. Mais sinon, les grosses annonces sont pour 2026 surtout, mais à confirmer 2025, il va y avoir un Zootopia 2. Le Disney se lance beaucoup dans les suites, là, évidemment. Et 2026, ça va être la grosse année. On revient avec une histoire de jouets 5, Frozen 3... Et on a comme bel et bien confirmé que le prochain Star Wars était le Mandalorian et Grogu pour mai 2026. OK. Alors, je pense que... Mais on touche pas à Marvel pour l'instant, là? Pour Marvel, il n'y a rien qui a été annoncé à ce niveau-là. Fait que je pense que le calendrier se maintient pour l'instant. Mais je serais curieux d'analyser, par contre... ou plutôt que quelqu'un me montre l'analyse. Moi, je suis pas sûr que je le ferais, mais on a dit effectivement que c'était pas une très bonne année pour Disney, surtout considérant les très grosses années qu'il y avait eu dans les derniers, des 2-3 dernières années, là, en tout cas, hormis pandémie, là, ouais, c'est ça. Puis, autant ils se lancent dans plein de suites, ils en ont quand même toujours fait. Si on dit qu'ils sont à Frozen 3, c'est parce qu'ils ont fait un 2, puis Zootopia 2, ça va être la première suite de Zootopia, mais ils en ont plusieurs films. Là. Avant, c'est sûr, il y a eu longtemps des TV movies, là, des Aladdin 2 puis des affaires comme ça, mais quand même toujours fait une espèce de balancement. Mais peut-être c'est vrai qu'il y a eu des années où il y avait 3 projets de création originale, puis là, ça marchait un peu moins, mais il faut qu'ils continuent de les essayer parce que pour te rendre à Zootopia 2, ça t'a pris un 1 qui a été un hit que tout le monde a aimé, puis tu sais, c'est faut pas qu'il y ait juste des suites, ça serait juste trop triste, il n'y aurait plus rien de neuf. Mais je comprends que c'est une balance des deux. T'sais, Wish aurait pu fonctionner à côté, mais comme non, on passe à autre chose. Là. Non, tu l'as dit. Puis la dernière fois qui avait frappé très fort avec le Frozen 2, Histoire de jouer 4, me semble que c'est la même année qui était sorti. Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une synergie de recréer cette année record-là. C'est juste drôle, effectivement, que ça sorte souvent une année de suite, puis une année de nouveaux produits, puis une année de suite, puis il pourrait
essayer de faire des années que c'est moitié suite, Ouais. moitié nouveau. Puis peut-être que d'un chiffre comptable, ça serait plus simple qu'avoir des montagnes russes dans tes chiffres au bout de l'année. Là, en tout cas. Donc, à suivre, mais pour les amateurs de ces univers-là, en fait, c'est quand même des bonnes nouvelles. Moi, j'avoue qu'histoire de jouer 5, je suis curieux. Je pense que c'est ma franchise préférée de dessin animé de Disney. Donc, je vais être honnête, j'ai vu que le 1 et le 2. Okay. Je sais que le 3 a ému bien des gens, bien des hommes. C'est un grand film. Mais j'ai juste jamais vu, puis je sais pas. Tu auras l'occasion avec ton enfant dans quelques années. Mais je pense que le 5 va sortir, que je serai pas encore en mesure d'écouter tant que ça des films avec. D'ailleurs, parenthèse, là, je suis pas mal sûr, là, c'est le dernier épisode avant mars. T'as-tu d'autres nouvelles? Sinon, deux petits trucs rapidos qui touchent les Oscars, parce qu'on a enfin ajouté une nouvelle catégorie. Ce qui est prix très, du public, très rare, c'est quoi? Même pas. Drôle de choix, mais qui existe quand même au BAFTA, au prix britannique, depuis 2019. C'est meilleur casting. OK. Mais on l'a ici au Gala Québec c'est vrai Cinéma. qu'on a aussi, tout à fait. Donc, c'est pas une mauvaise chose, je trouve. Ouais, mais en même temps, c'est comme... C'est un drôle de prix parce que, oui, t'as des gens que c'est leur métier, mais c'est quand même le réalisateur, au bout de compte, et des fois producteurs qui vont aussi avoir le dernier mot sur le casting. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas jusqu'où est la part, mais c'est sûr que... Puis, tu sais, ce qui est intrinsèquement... je pense que c'est un peu comme de dire, tu sais, meilleur comédien, mais le meilleur comédien ou comédienne vient aussi du scénario, parce que tu peux pas être si bon que ça si l'histoire te permet pas. On le dit souvent, une comédie, c'est bien plus dur de te rendre aux Oscars avec ça. Un drame, c'est plus touchant, c'est larmoyant, c'est intense. Fait que, même principe, fait que je pense que, tu sais, oui, directeur de casting, c'est... Mais je le vois plus, pas tant sur « Hey, c'est fou, vous avez eu Cillian Murphy pour jouer Oppenheimer ». C'est plus de dire « Hey, même la personne qui dit 3 phrases, le commis de dépanneur, c'est le casting parfait. » Mais on sait pas c'est qui, on saura jamais c'est qui. C'est quelqu'un qui est... Je pense que c'est la force d'aller trouver des troisièmes rôles, tu sais. On pense... par exemple, je fais le parallèle au Québec, c'était pour Viking qui avait gagné. J'oublie le nom de la directrice de casting, mais c'était ça. C'était pas juste le Steve Laplante puis... merde, j'oublie son nom, la comédienne. Là. Mais c'est toutes les autres, c'est les B, c'est même les Américains qui sont dans l'espace des Canadiens, je me souviens plus. Fait que tu sais... quand on pensait au Plongeur, c'est un film justement qu'on disait hey, c'est fou ce film-là, il y a tellement de personnages puis ils sont tous là, tu sais, d'avoir trouvé Charlot Béhoud pour le rôle de soutien alors qu'on connaît pas. Fait que moi je le vois vraiment dans jusqu'à celui qui est le pompiste qui est en arrière-plan, à quel point tout le monde est parfait pour le film, plus que t'as réussi à avoir Brad Pitt pour le rôle principal. Effectivement, c'est plus la job du réal puis du producteur d'embarquer. Là. Mais là, ils viennent de l'ajouter là pour cette année? Non, ça va être pour 2026. Donc, les films de 2025 vont être comptabilisés. Mais là, c'est dans 2 ans même? Oui, c'est ça, dans 2 ans. OK, fait que même pas là de pourra pas avoir le directeur de casting d'Argyle pourra pas être en nomination. Je penserais pas. Mais ce qui évidemment, il y a beaucoup de lobbying qui se fait pour une autre catégorie, puis j'espère, elle, qu'on va l'avoir un jour, c'est les meilleures cascades, meilleurs cascadeurs. Ah oui, ça serait fort. Pense que ça serait très, très mérité pour cette profession-là. Les Stielski, puis l'autre, on aurait déjà 6. John Wick, c'est certain que... 87 North, là, ouais. Alors, voilà. Puis juste souligner rapidement aussi, quand même le décès, c'était pas une grande vedette, mais surtout un rôle marquant. C'est Carl Weathers qui est décédé, évidemment, qui incarnait Apollo Creed dans la fameuse franchise de Rocky, qu'on peut voir dans beaucoup de mimes aussi de Predator sur Internet avec Schwarzenegger. Predator, mais la fameuse poignée de main, par contre, ça, c'est dans Commando. Non, c'est dans Predator. C'est dans Predator? Oui. Il était pas dans le Commando. Carl Weathers, Ah oui, c'est vrai, OK. Fait que, c'est ça, ce fameux mime qu'on voit souvent. Alors, bien véné, là. Ouais, c'est ça, quand on met 2 choses alliées ensemble qui sont encore plus fortes, là. Il avait fait combien de bicep curl avant de faire cette take-là? Tu penses avoir le muscle bien... je veux dire, déjà, il était très costaud, mais c'est sûr pour être bien pompé, là, c'est ça. 1 ou 2 avant, c'est certain. Top véné, là. Ouais, sauf qu'en plus, tu sais, j'imagine, tu vas pas faire un full body, là. C'est juste, votre bras droit, les gars, let's go, là. 25, faut que ça pète, faut que ça fasse mal, là, tellement que c'est
gorgé de sang, cette affaire-là. Donc, décédé à 76 ans, cause naturelle, dans son sommeil, paisiblement, quand même. Donc, c'est pour ça à 76? Ouais, 76 relativement jeune. C'est fou. Quand on est jeune, puis parenthèse, c'est comme hey, mon grand-père est mort à 75 ans, tu fais, c'est vieux. Puis là, aujourd'hui, c'est comme. Surtout quelqu'un qui était jeune. très en forme, qui tournait encore. Il était justement dans la série de Star Wars The Mandalorian. Il avait réalisé des épisodes aussi. Maintenant, il était devenu réalisateur. Donc, ouais, c'est ça. Puis même jusqu'à quelques mois, il faisait des conventions aussi. Un peu partout, lui, il devait en faire des Comic-Con puis tout, c'est ça. Ouais, je pense qu'il était déjà venu à Montréal. Non, à Winnipeg qui était venu. Parce que notre ami du Comic-Con de Montréal, Cliff, avait mis une photo cette semaine avec lui. Est-ce que tu as écouté... merde, j'ai oublié, tu sais, la série avec Jason Bateman, là, la famille des Bloom. Arrested Development, ouais, oui, c'est ça. Oui. Il jouait comme lui-même, mais parodique. Là, oui, comme, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'était très drôle. Il jouait quelqu'un qui était très gratteux. Oui, c'est... j'oublie son nom, mais l'autre qui suivait des cours d'acteur. Fait que lui qui se faisait passer pour le Bloom Group et tout. Oui. J'oublie son nom. Tobias. Oui, exact. Puis, c'est mon coach privé. Puis c'était juste, oui, mais paye-moi. Oui, c'est ça. Il voulait aller manger d'un buffet gratuit, nous affaires de même, de bouffe. Là, puis il y avait une sorte de type pour sauver de l'argent. C'était drôle, là. C'était... Fait que, sympathique comédien. Bon, vas-tu réécouter les Rocky en fin de semaine? Non, quand même pas. Je les avais vus sur écran l'année dernière. On avait le loisir de passer ça. Mais Predator, peut-être que je vais avoir une petite réécoute. Il n'est pas dans le 2, hein? Non, c'est... C'était Danny Glover. Oui, c'est ça. C'est voilà. quand même moins intéressant comme film de toute façon. Sinon, y a-tu déjà été lead, sûrement, mais dans des films moins connus? Il y a dû avoir des films d'espèce de détective que c'est lui. Il y avait eu un film Action Jackson en 1988. Qui était une espèce de tentative de partir une franchise, mais ça avait plus ou moins bien fonctionné. C'était pas un genre de Shaft, là, mettons. Oui, même ce genre de truc-là. Ouais, mais non, sinon, ça a été assez tranquille. Après les Rocky, quand même. C'est ça. Mais je pense que de ce que je crois percevoir, j'en sais rien, mais qu'il avait l'air sympathique au bout. Là. Je pense que c'est comme des acteurs que t'es dans des films mythiques, genre Le Prédateur et des affaires comme ça, mais ultimement, c'est pas des très bons films, mais c'est des films qui ont marqué des générations et des décennies à leur façon. Ouais. Puis je pense que t'es juste apprécié du milieu puis de tout le monde, puis t'es comme une valeur sûre, mais je pense pas qu'il était en nomination pour aucun rôle dans sa vie. Là. Non, c'est ça. Mais là, petite histoire, je pense qu'il fait quand même avoir une part d'ego parce que je sais que j'avais lu, je pense que Stallone qui racontait ça, que Withers avait été vraiment déçu qu'Apollo soit tué dans Rocky IV. Spoiler alert pour ceux qui n'ont jamais vu les Rocky. Mais c'est pas vrai, parce que j'oubliais un peu Rocky 1. Enfin, c'est sûr que c'est beaucoup autour de Stallone, mais ça, c'est un film qui a été primé, prisé. C'est vrai. Fait que lui, il n'a pas été nommé personnellement, mais je pense que c'est surtout au Prédateur. Film, effectivement, on peut toujours se vanter ça. Fait qu'il avait été déçu. Fait que quand Stallone a reparti la franchise avec Balboa, au début des années 2000, il avait demandé l'autorisation à Carl Weathers d'utiliser l'image d'Apollo, puis il avait refusé. Parce que lui, il voulait vraiment que Stallone trouve une façon de le ramener dans le film. Ce qui n'avait aucun sens. Je pense qu'il était juste trop accroché à son personnage. Puis là, finalement, pour Creed, il l'avait accepté. Alors, c'est pour ça qu'on a des images des films de Rocky, mais dans Balboa, non. Fait que les quelques fois qu'on entrevoit comme Apollo, c'était une doublure qu'on avait tournée pour le film. Là, sans le visage, c'est ça. Mais ça, c'était compliqué parce que parenthèse, mais il me semble que tu me disais quand on parlait du dernier Rocky, là, probablement de Rocky 3 et Creed 3, que les droits étaient vraiment compliqués parce que c'est Stallone qui a créé ça, mais c'est pas lui qui ça y appartient pas. Puis, c'est l'affaire qu'on associe le plus à lui, mais c'est pour ça qu'il est comme débat disparu aussi des fois du 3 et tout. Là, je sais pas trop. Oui, tout simplement. Je pense qu'il était comme en chicane un peu avec les producteurs. Puis je pense que en tout cas les réalisateurs, maintenant c'est pas mal plus la franchise Aaron Coogler puis Jordan qui voulait amener le récit ailleurs aussi, ce qui était correct. Mais non, effectivement, c'est assez complexe, toutes ces questions de droit-là, d'auteur. Sinon, bande-annonce, on a relevé une plus importante. Je suis vraiment content. Parce que là, je sais plus si je l'avais dit à micro ouvert, mais je regardais il y a quelques semaines le line-up, l'alignement des sorties à venir cet été chez les majors, chez nos voisins du Sud. Puis j'étais comme, ça va être décevant. Moi, tu sais,
je regardais les Détestables Moi 4, puis même Inside Out 2. Je suis vraiment curieux de voir, mais c'est pas ça qui me fait sortir de mon lit le matin. Là. Puis j'avais oublié A Quiet Place Day One, le prequel, puis je les trouve vraiment le fun, ces films-là. Puis je trouve ça quand même... écoute, c'est pas un génie, là, mais tu sais que John Krasinski, qu'on associait beaucoup à la comédie, qui a joué dans des comédies romantiques, ce genre de... Il aurait pu faire toute sa carrière là-dessus, puis qui est arrivé à m'amener... J'ai une histoire de genre de thriller d'horreur, où il faut tout être silencieux, puis... Je sais, comme tout film de ce genre de proposition, il y en a quand ils ont vu les créatures, ils débarquent parce que moi, je les trouve pas assez terrifiantes ou blabla, mais je trouve ça super cool, ce projet-là. J'ai quand même plus en tête le premier, là, le deuxième, je pense parce que le premier, je l'ai vu 2-3 fois, le deuxième, une seule fois au cinéma. Faudrait bien que je le réécoute. Mais là, on nous sort A Quiet Place Day One, fait que le fameux, tu sais, c'est une espèce d'invasion extraterrestre qui sont très violents et tuent au moindre son. Fait qu'il faut être absolument silencieux. Puis, fait qu'on commençait même le premier film, on comprenait qu'on était au jour 300 quelque chose. Là. Ça faisait plus d'un an. Fait que les gens vivaient d'une certaine manière, là, très difficilement, mais quand même. Ouais. Là, on va être enfin le fameux jour 1. Qu'est-ce qui se passe, là, cette invasion-là, ce débarquement-là? Quoique dans le 2, on voyait en flashback un peu pour la famille de Krasinski et Emily Blunt, là, en tout cas, de leur personnage. Mais là, c'est réalisé par Michael Sarnowski, qu'on avait annoncé il y a quelques temps. Là. C'est lui qui a réalisé Pig, entre autres. Fait que une sacrée augmentation de budget. Là, c'était très bon, Pig, mais c'est comme une espèce de drame. Tu penses ça vire en suspense, mais ça reste un drame au final, tout en retenue avec un Nicolas Cage au sommet de son art. Pas de sa folie, mais justement de bien jouer, très campé dans son rôle. Mais avec Lupita Nyong'o, qu'on a vu dans Black Panther, entre autres, mais Us, fait qu'il est familière des films d'horreur, et Jimon Hounsou, qui est dans toutes. Ouais. Mais il était dans A Quiet Place Part 2, dans le rôle de Man on Island. Fait qu'on se souvient qu'il arrive sur une île à Mané, fait qu'il n'est pas nommé. Fait que c'est sûr que c'est le même personnage, littéralement. Là, voilà. Fait qu'on va voir comme son début à lui, puis qu'est-ce qui se passe. Fait que, moi, je trouve que c'est des bons suspens. Ça, c'est des films de cinéma que je trouve super le fun. Tu sais, qui flirtent avec l'horreur. C'est sûr que si tu veux un gros film d'horreur dégueulasse, c'est pas ça. Là. C'est comme grand public, là, entre guillemets, mais... Des bons films de monstres, honnêtement, bien exécutés. Puis la prémisse fonctionne. Il faut que tu sois silencieux, moins de bruit, il attaque, c'est vicieux, puis il te pourchasse. Des bons moments de tension dans ces films-là. Puis là, ce qui va être intéressant, c'est que dans les deux premiers, on était plus dans le Midwest américain. Là, ça semble être vraiment New York, en tout cas dans une grande ville, mais je pense que c'est New York. Assez bruyante comme ville. Hein? T'es allé récemment. Oui, tout à fait. Là, fait que, mais c'est comme quand il y a des films de zombies, tu veux pas être avec d'autres mondes parce que tu deviens une menace puis t'es obligé de survivre avec plein d'imbéciles puis c'est ça l'humain là, t'es comme au plus fort que ton maillon tu peux pas être plus fort que le maillon le plus faible de ta chaîne là, fait que c'est un peu ça. Comme le fameux plan de s'il y a une apocalypse tu vas dans un Walmart ou ici on pourrait dire peut-être un Canadian Tire, tu peux tout retrouver. Mais en même temps, t'es pas le seul à avoir cette idée-là. Fait qu'il va falloir que tu survives avec genre 80 autres pecnos là, à essayer de dealer qu'est-ce qu'on fait, puis ceux qui prennent des risques, puis ceux comme non, t'es mieux d'être tout seul dans le bois, ce qui était un peu le cas du premier film. Mais là, 28 juin pour ça. J'ai vraiment hâte de dans ma tête, je pensais qu'il sortait un peu plus tôt. Fait que je suis content, moi aussi, que ce soit un peu plus tard finalement, parce qu'il y a quand même un gros printemps. Fait que là, au moins. Ça va lui donner plus de chance. Sûr qu'il va y avoir Deadpool 1 ou 2 semaines après. Là, mais, un mois, je pense que c'est le 27 juillet. C'est fin juillet. Fin juillet. Okay. Mais là, petite parenthèse, peut-être que Deadpool, il va avoir l'effet Québec parce que l'effet Titanic, tu sais, quand Titanic est sorti puis qu'au Québec, il y a juste les boys qui étaient devant. Mais si Deadpool sort fin juillet puis nous, on a 1995, ça se pourrait qu'au premier week-end au Québec, 1900... Who the fuck is Ricardo Trogi? J'en doute. Je pense que ça va bien fonctionner, mais j'ai l'impression que Deadpool va trucider les jeunes n'ont pas de culture. Non, c'est ça. Voilà, il y a peut-être eu d'autres petites bandes annonces indées, là, mais c'est pas mal la grosse, là, ça. Puis je pense, y a-tu d'autres choses de Dune? Ou en fait, c'est que, on peut le dire, là, on a attaqué les nouveautés, mais Dune Part 1, donc le premier volet de 2021, reprend les écrans. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui du monde du cinéma là, voulaient le revoir et tout, mais c'était très compliqué du côté de Warner. Là. Le film n'était pas disponible, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, mais on n'avait pas vraiment d'informations. Puis là, ils ont dit, OK, ça sort là. C'est 1 semaine seulement.
Au début, on pensait qu'il serait juste en anglais. Finalement, il est disponible en français aussi. Je ne sais pas s'ils vont faire la stratégie Avatar qu'il avait fait il y a 2 ans. C'est qu'il avait dit Avatar 1, une semaine seulement. Puis là, après un certain succès, on dit OK, on permet une 2e semaine. Mais la grosse différence, c'est qu'Avatar 1 était ressorti en septembre, puis le 2 sortait à Noël. Là, on était à 3 semaines de la sortie. Fait que je suis pas certain qu'ils vont le reconduire 3 semaines. Là. C'est peut-être vraiment seulement une fin de semaine. Fait que hâtez-vous si vous voulez le revoir sur grand écran. Puis il y a un genre de special feature à la fin du générique complètement, là, mais un bon 10 minutes là, d'entrevue. Puis il montre une scène, là, la fameuse scène où Paul Atreides va première fois qu'il surfe sur un verre géant. Là. Puis en tout cas, j'ai assisté à un... Surf in USA. Surf in the Desert. J'ai assisté un petit test très épatant, puis on n'était même pas dans les fameuses salles Atmos puis tout, puis j'ai vraiment hâte de voir le film. Souvent, j'aime pas ça écouter des extraits comme ça, parce que j'ai hâte plus de voir dans son contexte, mais j'ai pas pu résister, puis ça me donne vraiment juste envie de voir le film, parce que ça va être un film de 2h50, là, 2h45, puis que là, quand même, on voit 7-8 minutes de ride. C'est ça. C'est hot en tabarouette, là. Cool. Très hâte de voir ça. Puis moi, c'est certain que je vais revenir voir le premier film. Écoute, je pense pas que je vais avoir le temps. Ouais, je vais être honnête, je n'en serais vraiment pas. À moins peut-être vendredi soir. C'est peut-être ma seule chance. Sinon, je pense que je vais être à apprivoiser la parentalité en fin de semaine. Parlant de parentalité, allons-y avec premier film de la semaine, Le règne animal. OK, j'étais là, ils peuvent tous avoir un lien, fait que... Ouais, lui, un peu plus évident de Thomas Caillier, je pense. Oui, relation père-fils. Thomas Caillier, qui avait fait... c'est quoi les combattants que j'ai notés, mais que je connais pas. J'ai pas. Écoute, j'ai vu ça passer à l'époque, mais tu sais, ça avait pas fait de vague là, à l'époque, ce film-là. Mais c'est quand même juste son 2e film en presque 10 ans. Mais je me trompe, il est comédien aussi, ça se peut-tu? Je sais qu'il est scénariste. Je sais qu'il a scénarisé beaucoup de trucs pour la télé et tout, mais... Peut-être qu'il y a un OnlyFans, on ne sait pas. Ça met en vedette Romain Duris et Paul Kircher. Paul qui a aussi un frère qui aussi, les deux sont en nomination là, dans genre, on le disait l'autre fois, là, au César, voilà, les deux comme meilleur premier rôle. Adèle Exarchopoulos qui est un peu dans tous les films. Très spécial, OK? Ouais. Moi, j'ai adoré, là, mais un homme, un père de famille, Romain Duris, va entraîner son fils, qui d'à peu près 16 ans, joué par Kircher, dans un projet qui vise à sauver son épouse. Parce qu'on est dans une espèce d'univers dystopique où il y a une espèce de maladie ou de gène inconnu qui fait que les humains, certains humains, ceux qui sont affectés, se transforment tranquillement en animaux. Puis toutes les races possibles, genre. Sauf que on n'est pas au jour... justement, on parlait de Quiet Place. On n'est pas au jour 1 de cette affaire-là, mais on comprend que c'est encore très méconnu. Fait que les gens essayent beaucoup de les hospitaliser, de les mettre dans des centres de soins, d'essayer de trouver un traitement, essayer de comprendre qu'est-ce qui génère ça. C'est pas un film qui est du côté de la science tant que ça. On est du côté plus social, puis les parents, puis comment ils gèrent ça. Puis ce qui va arriver, c'est que il va avoir un accident, puis son épouse va comme se sauver. Fait qu'avec son fils, ils vont essayer de la retrouver. Puis cette espèce d'aventure-là va virer un peu en drame social, drame familial, comment le jeune perçoit ça par rapport à lui. Ça va nous permettre de comprendre la société qui s'est divisée, ceux qui sont libérés, les animaux, humains, animaux, les créatures, d'autres qui sont terrorisés, qui sont contre, on devrait les abattre, faut exterminer cette vermine-là. Fait que tout ça est une espèce de film écologique, mais qui est pas clair, donc qui s'écoute super bien, pas clair dans le sens de il ne faut pas polluer, c'est mal. T'sais. Je trouve que c'est une belle métaphore de tout ça qui se construit. Puis, je sais pas, là, disons, le gamin va être confronté à certains changements. Là. Je sais pas si ça fait partie de spoilers ou de quoi que ce soit. Je sais pas. Je pense pas. Ouais, OK. Si tu veux rebondir là-dessus un peu. Non, effectivement, c'est vraiment une proposition singulière comme film, d'autant plus pour un cinéma français qui fait pas de ce genre-là habituel quand même. C'est un film de genre, là, littéralement. Puis il y a quand même beaucoup d'effets visuels et tout ça. Moi, j'ai été bien surpris aussi. Les maquillages, tout, c'est impeccable. Oui, le design des créatures, c'est bien fait. Écoute, moi, c'est sûr que la grande force, c'est Romain Duris, qui est toujours excellent, peu importe, toujours captivant à voir. Il est d'un naturel désarmant, ce comédien-là. Puis, Paul Kircher aussi. Belle révélation qui est quand même une drôle de tête.
Ouais. Drôle de jeu, mais ça fonctionne. Ouais, une espèce d'ado perdu. En plus, il vient de déménager parce que là, il cherche la mère, fait qu'il se retrouve dans une nouvelle école. Fait que tu sais, t'as comme un coming of age. Lui, il essaie d'être un ado normal. Il a le béguin pour une fille, il se demande si elle a autour de tout ça. Mais entre-temps, à la fin de semaine, ils vont dans le bois essayer de trouver leur mère, mais ils rencontrent d'autres animaux qui les agressent. Mais des fois, les autres sont pacifiques. Puis tout le monde ne sait pas comment vivre par rapport à ça. Puis Duris, il est très... c'est un père fonceur. Là. Non, ta mère, on l'aime, on va la trouver, on va la soigner. On n'abandonne pas. Là. Je l'ai mariée, moi, j'abandonne rien. Mais... il est plus du côté de on va trouver une solution pour qu'elle revienne normale, qu'elle revienne comme avant. Oui, c'est ça. Puis, non, c'est un film qui est magnifiquement écrit. Esthétiquement, c'est très beau. La direction photo, elle est vraiment somptueuse. Puis, non, propos intéressant parce que tu parles justement d'actualité et tout ça. Donc, c'est une belle métaphore aussi sur l'étranger, sur la différence, l'acceptation des autres, de tout ça. Là. Je pense qu'on peut extrapoler cette métaphore-là aussi parce que évidemment, tout le problème d'immigration qui crée des clivages dans des sociétés. Là. Donc, je pense qu'on peut amener ce côté-là, justement, des gens qui sont différents de nous, parce que l'histoire se déroule dans un petit village français qu'on comprend aussi. Là. Fait que, non, vraiment un film à propos intéressant, différent. J'en conviens que ce serait peut-être pas pour tout le monde, mais si vous aimez le cinéma un peu différent, mais très accessible, on s'entend, là. Le règne animal, vraiment. Puis quand même en nomination pour 12 Césars aussi. Là, oui, c'est ça, dont un meilleur film et tout. Là. Ouais. Puis je trouve que, comme je dis, le film est beaucoup de genre en même temps, mais c'est pas des tentatives échouées. Je trouve que ça coule super bien. On se fait transporter naturellement de OK, là, c'est un peu une façon de dire qu'est-ce que le père ressent, puis qu'est-ce que le gamin ressent, puis ça axe un petit peu le fil. Là. On navigue là, un peu dans nos objectifs, mais puis il y a des scènes très touchantes aussi entre les deux. Là. Oui, absolument. Cette relation père-fils qui est très... quand même bienveillante, mais à cet âge-là où le garçon commence à vivre des choses qu'il veut pas révéler à son père, le père aime son fils plus que tout au monde, mais ça veut pas dire qu'il... Tu sais, scénaristiquement, c'est pas... c'est la vraie vie, là. C'est-à-dire qu'ils se disent pas tout. Ils devraient, nous, en tant que spectateurs, on dit « Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis pas ça? » Il me semble que les deux, vous comprendriez, mais on se cache naturellement des choses pour éviter d'alourdir le sujet ou quoi que ce soit, mais finalement, ça finit par s'embourber un peu de silence, un peu. Ouais. Puis, Adèle Exarchopoulos, moi, je la trouve toujours très bien, mais... Ouais. C'est un rôle assez effacé. On dirait un petit peu un rôle de... Ça nous prendrait une autre vedette, là. On va la mettre. T'sais, son nom est sur le poster, mais pas sa face. Puis c'est comme... Elle aurait pu être jouée par quelqu'un d'absolument pas connu. Peut-être même que tu pourrais enlever complètement... Elle joue, une policière, là, qui va se retrouver un petit peu mêlée au travers de tout ça, parce que aussi, on voit un peu les forces de l'ordre qui essaient d'intervenir là-dedans, mais qui sont un peu larguées, t'sais. Puis elle est plus du côté de... T'sais, on va les aider et tout. Là. On sent pas que c'est des menaces, mais quand une espèce de créature un peu paniquée, mi-homme, mi-pieuvre rentre dans une épicerie, ça fout le bordel puis ça fait peur aux gens. Mais ça veut pas dire qu'il faut la gonner dans la tête. Il faut juste trouver une solution pour cohabiter. T'sais. Mais c'est ça, ça devient pas un love interest ou quoi que ce soit. Là, je suis un peu d'accord que son personnage est quand même accessoire un peu... à l'histoire, là, mais... C'est ça. Vu qu'elle est une comédienne connue, on pense qu'elle va être très importante, mais c'est ça, elle aurait pu être jouée par une figurante qu'on sait pas trop c'est qui, puis ça aurait peut-être été moins déstabilisant à ce moment-là. T'sais. Il n'y a pas trop d'attente sur son personnage, bref. Mais c'est ça. Écoute, je sais pas si j'ai juste un petit fun fact quand même, parce que le scénario a été coécrit avec Pauline Meunier, qui était une étudiante en cinéma, en fait. Fait que Thomas Caillet est tombé sur le scénario, il faisait partie d'un jury qui évaluait le travail d'étudiants. OK. Puis tombe en amour avec... pas l'étudiante. Non, pas l'étudiante. Ça, c'est un autre film. Avec son histoire. Fait que oui, il a proposé de retravailler ça ensemble pour finalement aboutir au règne animal. Fait que c'est quand même qui est nommé histoire, dans toutes les catégories à peu près. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment... Écoute, j'espère qu'elle a eu une bonne note dans son cours. Ouais, j'espère qu'elle l'a passé. C'est un concours, je sais pas quoi. Mais... non, c'est un cours, effectivement. C'est un cours, de scénarisation. Alors, bonne première entrée en matière pour... Au moins, il n'a pas juste volé l'idée. Il est fair. Oui, effectivement. Et voilà. Et sinon, il y avait une épilogue parce que le film avait été présenté à Cannes aussi en ouverture du Certain Regard. Okay. Puis le film n'était pas tout à fait abouti. Le réalisateur avait mentionné là, parce qu'il avait manqué un peu de temps. Fait qu'à la fin, il y avait une épilogue de quelques minutes, je pense, qui
qui offrait une certaine direction à l'histoire qui, là, finalement, a été enlevée. Fait que c'est une fin quand même un peu plus ouverte, là, il faut le souligner. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi non plus. Fait que bref, voilà pour le règne animal. Sinon, elle est complètement ailleurs avec Lisa Frankenstein, quand même d'une réalisatrice qui porte un nom, mais c'est un premier long métrage, c'est Zelda Williams, la fille de Robin Williams. Ouais, j'ai vu, je me demandais si elle avait fait d'autres films, mais elle a fait quoi, des séries télé, des... Ben, elle est beaucoup comme actrice, un peu, des petits rôles, puis elle avait tourné 2 petits trucs, mais très indépendants, là. Je pense que j'ai jamais eu de sortie ou très peu. On dirait, tu sais, elle a comme déjà un IMDb assez chargé, fait qu'elle doit pas manquer d'ouvrage, mais ça, c'est probablement la chose la plus grosse sur son CV à date, à mon sens, là, en tout cas, à notre sens de cinéphile, disons. Ça met en vedette Catherine Newton, qui est une espèce de nouvelle rising star là, qui était dans les... dans Ant-Man. Dans le dernier Ant-Man. Puis, moi, c'était Big Little Lies que je l'avais découvert. La série d'HBO. Ouais, puis je me souviens plus si on l'a vu dans un autre film. En tout cas, sûrement. Cole Sprouse, qui j'ai découvert qu'il a un frère jumeau, lui aussi. Puis, c'était Cody et choses, là, les jumeaux dans l'émission de Vrac. No way, OK, sur le bateau de croisière, c'était eux, ça? Oui, c'était eux. Ah, OK. Parce que j'ai vu qu'ils jouaient dans Big Daddy. OK. Mais je sais pas si... C'est parce que je connais pas assez le nom des personnages avec Adam Sandler. Fait que je me demandais si ils jouaient vraiment des jumeaux à m'amener, mais je pense qu'ils ont le même nom de personnage. Fait que est-ce que le gamin était joué par des jumeaux, puis genre... Ils sont pas identiques, fait que probablement qu'ils jouaient deux personnages, ou peut-être c'est pas des jumeaux identiques, OK. Non. Faudrait que je vérifie. En tout cas, les deux, c'était genre dans leur premier rôle, c'était d'être là-dedans. Mais peut-être qu'ils jouaient 2 enfants. Non, c'est pas à la fin du film. J'ai jamais vu, moi. OK. Mais en tout cas, rapidement, c'est que l'histoire, c'est que une mère meurt, puis dans le fond, c'est l'enfant de genre son coloc. Mais son coloc n'est pas là, fait que lui, il le garde pour dire hey, je vais pouvoir scorer des filles. Fait que là, il développe, mais c'est comme pas son enfant. Puis là, ultimement, spoiler d'un film de plusieurs années, là. Mais là, il faut qu'il le rende à l'autre, mais entre-temps, il trouve l'amour, puis il y a une espèce d'épilogue où on comprend qu'il y a des enfants, puis je me demande s'il n'y a pas des jumeaux. Fait que ça doit être comme eux pour montrer qu'il y a 2 enfants, puis fait qu'ils sont là genre 1 minute 30. C'est Zach et Cody, je pense. Ça se peut-tu, l'émission sur le... OK, mais c'était pas leur vrai nom, dans le fond. Vrai nom, OK, mais c'était eux. Coudon. Mais Cole Sprouse est redevenu à la mode à cause de Riverdale. Oui, c'est ça, il fait Jughead. C'est ça. Okay. Bref, il y a aussi Carla Gugino là-dedans. Oui, qu'on avait vu dans quoi, elle? C'est pas elle qui est dans les Watchmen, qui fait... où je mélange avec une autre. Je m'en rappelle plus. Qui est... Parce que son visage, tout le long, je me disais, je l'ai vu où, puis... mais tu sais, c'est une actrice établie, mais c'est le genre d'affaire que je regarde puis j'oublie. Là. J'avoue que j'ai pas été voir. Attends, je vais faire une petite pause edit. Là. D'habitude, j'ai même pas mon téléphone, mais là, maintenant que je l'ai, je l'ai perdu. Oui, c'est ça. Dans les Watchmen, elle fait le rôle de Sally Jupiter. C'était dans le Gerald's Game aussi, là, adapté sur Netflix. American Gangster. Et dans beaucoup de choses, mais je sais pas où toi tu l'as vu. C'est Justice League. Je sais pas. Elle fait Ship. En fait, elle est dans vraiment beaucoup de films de Netflix. Hunting of Bly Manor, des affaires comme ça. Ces affaires, je pense à ça. Fait que, bref, c'est le genre de comédienne qui, on dirait que maintenant, elle fait surtout des caméos puis des seconds rôles du fait qu'elle est connue parce qu'elle a fait un caméo puis un second rôle dans telle autre affaire. Là. Mais en tout cas, sur IMDb, Watchmen est son projet le plus connu et quasiment des... Ouais, c'est ça, c'est elle qui est avec le personnage de Patrick Wilson puis tout le long de l'enquête. Là. OK. Sally Jupiter. Bref, revenons à Lisa Frankenstein. On est en 1989, donc une belle esthétique des années 80 dans ce film, tout pour te plaire. Bien sûr. On suit le personnage de Newton, de Lisa, dans le fond, qui est une lycéenne, donc une étudiante du secondaire impopulaire. On comprend que sa mère est morte, son père s'est remarié, fait qu'elle a donc une belle-mère et une demi-sœur. Du même âge. Ouais, du même âge. Sa demi-sœur est genre cheerleader, tout le monde aime, puis très populaire. Elle est plus... Elle se cherche, elle est limite plus gothique. C'est une loner. C'est pas trop ce qu'elle veut dans la vie, mais elle veut pas être conforme, ça, c'est sûr. Puis elle passe beaucoup de temps, genre, au cimetière, à lire des poèmes, puis à comme
tranquillement fabulé sur un espèce de vieux, je sais pas, vieux monsieur de l'époque victorienne qui est juste décédé jeune et tout. Puis par un soir d'orage, ça va le ramener à la vie. Puis elle va se trouver un peu liée avec lui à essayer de le compléter car il lui manque quelques membres. Et elle qui, au travers de ça, cherche l'amour, disons. Bon. Ouais, c'est un peu ça. Oui, c'est comme une variation du mythe de Frankenstein dans une comédie d'horreur gothique, disons ça comme ça. Donc, slash coming of age. Oui, un bon mélange de récits. Moi, je m'attendais quand même à une histoire d'amour peut-être un peu plus classique, mais finalement, c'est une comédie qui est quand même assez noire. Ouais. Fait que je dirais pas que c'est le film nécessairement de date de Saint-Valentin là, qu'on aurait pu croire, là, je pense. Non, c'est pas Anyone But You, mettons. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai trouvé je trouve que c'est un film qui est un peu inégal, là, je vais être honnête. Je trouve qu'il y avait des bonnes choses, peut-être juste pas à son plein potentiel, mais ceci dit, j'ai bien aimé Catherine Newton, je trouve qu'il joue très très bien la comédie. C'est une des forces, là, elle a bien intégré ce personnage-là. On dirait que son personnage a plus de folie que tout le film, finalement. Là, genre, Ouais, c'est ça. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin au niveau de la réalisation puis du ton. Mais elle se démarque vraiment. Et surtout, l'autre comédienne qui joue sa sœur aussi, là, Lisa, je pense, Soberano. Ouais, c'est ça, qui est une actrice d'origine philippine, en fait, qui est comme une star dans son pays. Okay. C'est son premier projet américain, qui parle très bien anglais, d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé que son personnage aurait pu être facilement tombé dans la caricature. Oui, parce qu'elle est tellement adorable qu'on pense qu'elle va y planter un couteau dans le dos ou quelque chose, mais elle est bienveillante pour vrai. C'est ça qui est déstabilisant. Ouais, je trouvais que c'est un beau personnage auquel on s'attache. Fait qu'il y a quand même une belle folie dans ce film-là. C'est un film aussi encore là qui sort un peu des sentiers battus. J'ai bien aimé la recréation des années 80, dans la musique, évidemment, dans tous les décors et costumes. Les crêpages de cheveux. Je trouve qu'il y a un hommage, là, si on peut comparer ça, à Edward Scissorhands. Oui, il y a du Tim Burton. Il y a du Tim Burton très caché. Aussi, une autre comédie, Weird Science de John Hughes. Donc, Créature de rêve en français. Ouais, c'est ça qui est justement cette espèce de création idyllique. En fait, puis j'ai lu, moi, j'ai jamais vu Weird Science, mais en lisant un peu dessus, parce qu'on n'est pas les premiers à l'attribuer, à trouver le lien entre les deux. La personnage s'appelle Lisa, qui crée. Ah, OK. Je sais pas, quelque chose de plus, un lien de plus. Là. Tout à fait. Puis tu sais, John Hughes, c'est ça aussi, là, quelque chose que de qu'est-ce qui se passe dans la tête des hormones d'un ado de 16-17 ans et qui aspire à beaucoup, mais qui sait pas ce qu'il veut. Là. Quand on est un peu là-dedans, mais je trouve que ça fait des problèmes de rythme dans le film. Souvent, le film décolle, puis on se dit, OK, là, c'est parti. Comme si un peu en réalisation, ça va être dynamique. Puis là, c'est comment? Puis là, ça réatterrit parce que confrontation entre deux personnages. Puis là, ça prend du temps. Puis là, ça redémarre. Puis là, ça... Fait que c'est ça qui me buguait un peu. J'étais comme, OK, quand je m'attendais à ce que ça vire berserk, puis ça le fait jamais tant que ça. Oui, puis ça navigue des fois entre un peu le récit d'apprentissage, comédie d'ado, mais après ça tombe dans la comédie très sombre, un peu à la Heathers aussi, là, à l'époque de Winona Ryder puis Christian Slater. Fait que, on tue des gens puis on cache des cadavres. Ces changements-là, de ton arrivent comme sont très soudains, fait que c'est un peu déstabilisant, puis ça aurait peut-être eu à gagner un peu de finition, je pense, pour vraiment que le film se démarque. Mais ceci dit, si vous aimez ce genre-là, il y a quand même des bons moments. Il y a de quoi de bien là-dedans. Ça a été écrit par Diablo Cody, qui a écrit plusieurs films très notables, dont Juno, Young Adult, là, qui c'est 2 films réalisés par Jason Reitman. Mais Jennifer's Body, que j'ai jamais vu, honnêtement, mais je le sais que c'est comme un film qui était... je sais pas si je peux dire mal aimé, qui est devenu culte, mais un peu par après, avec Amanda Seyfried et surtout Megan Fox là, dans son âge d'or, là, quand elle avait début vingtaine et tout, là, sûrement autour des Transformers, etc. Là. Fait que ça me donne envie de voir Jennifer's Body, justement, là, qui était plus sur une ado vampire, là, dans le fond. Fait que... Mais, bref. Beaucoup aimé... c'est pas un gros spoiler, là, on le voit dans la bande-annonce, le lit de bronzage, là, parce que c'est comme la mère puis la fille qui utilisent ça beaucoup, puis finalement, cette espèce d'affaire-là a beaucoup à voir avec
je sais pas, l'humanisation de la créature. Puis on l'appelle la créature, il n'y a pas de nom non plus. Peut-être à la fin, je me souviens plus. Ça sert de laboratoire de Frankenstein. Ouais, c'est ça, exact. Là, mais c'est comme le lit de bronzage est dans un tout petit cabanon qui sert juste à ça. On voit qu'il y a une petite maquilleuse à côté. C'est comme un petit hangar de beauté, mettons, là, qui ont pour leur maison. T'sais. Le père complètement mou, là, qui est justement remarié avec une mère qui bully cette fille-là. Ouais. Elle peut bien préférer sa fille à elle, mais t'es pas obligé de dénigrer l'autre, mais c'est toujours ce qu'elle fait. Il y a quand même ça, un ton aussi un peu absurde, que je déteste pas ça, justement, là, mais, le père en dents de 6 mois se remet avec cette femme-là qui a aucune raison d'être parce qu'ils sont totalement différent. Mais il y a des films de Disney, là, des contes là, que c'était ça un peu, là, la méchante belle-mère. Là. Effectivement, je pense qu'on est dans... C'est très voulu et assumé, justement. Mais j'ai bien aimé. Le père fait beaucoup penser à celui dans Stranger Things, là, aussi, là, qui est un père vraiment clueless, fait que c'est pas trop ce qui se passe. J'ai pas assez écouté la série qui me rend là. Il me semble que dans la première saison, on le voit pas tant, les parents. Non, c'est plus, je pense, effectivement, à partir de la 2, surtout la 3, là, avec les parents. Je suis rendu là. Ouais. Fait que bref, si vous voulez quelque chose d'assez léger, mais sombre, Lisa Frankenstein est pour vous. Sinon, toi aussi, tu as vu un autre film que moi, j'ai pas l'occasion de voir. Pas si léger et assez sombre. Bon. C'est un drame / coming of age, How to Have Sex, donc comment faire l'amour, de Molly Manning Walker. Et écoute, j'ai oublié de faire mes devoirs là-dessus, mais je pense qu'il avait aussi été présenté dans Un certain regard à Cannes. Validé, là, mais il me semble que c'est un film de festival. Film américain? Non, c'est britannique. Ça. On est en vacances en Grèce, 3 amis. Écoute, j'ai vu des synopsis qui disaient qu'il y avait comme 16 ans. Je trouve ça jeune un peu. Là. Moi, j'aurais dit plus 18-19. C'est jamais clairement dit, mais tu sais, fait que les synopsis disent souvent ado. Je suis plus dans le jeune adulte, en mon sens. Qui s'en vont dans un tout inclus en Grèce, mais pas un tout inclus familial. Là. Je suis pas surpris que ça existe, puis je savais pas que ça existait, mais tu sais, genre tu vas là pour faire le party. Fait que c'est que des jeunes de... j'imagine qu'il faut que tu sois quand même majeur, là, c'est ça. Fait que tu sais, probablement entre 18 puis 24 ans. Genre beach club un peu. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, mais t'es comme tout le monde dans l'hôtel, c'est du monde qui fume du pot, qui boive de la vodka. Tu dors toute la journée, tu es à l'ombre, tu fais le party toute la nuit. Puis tu sais, cette belle année, cette belle époque, t'as moins vécu ça solidement, mais je veux dire, cette belle époque où... tu sais, si tu dors 4 heures, t'es remis de ta brosse. Là. C'est ça. 4 heures, un Gatorade, un sandwich, puis t'es correct, tu peux repartir le lendemain. Là. Sauf que la personnage principale, Tara, on comprend qu'elle est encore vierge, puis ses amis ils disent c'est un peu le moment, là, tu vas avoir l'opportunité, si tu veux, de perdre ta virginité, là, puis d'avoir des premières relations sexuelles. Ce sera pas avec l'amour de ta vie, mais c'est pas, elle cherche pas à faire ça avec le premier tout croche sur le bord de la piscine non plus. Fait que tu sens que c'est des amis qui sont quand même très amis depuis longtemps, toute leur secondaire. C'est pas pour rien que les 3 sont allés faire ce trip-là ensemble. Mais au rythme du film, tu comprends là, les proximités. Il y a des affaires qui me rappelaient des fois, tu penses que ça va être tes amis pour toujours, mais dans 8 ans, ça se peut qu'elles se parlent plus puis qu'elles se voient plus. Surtout que aux États-Unis, c'est beaucoup le college puis tu changes de ville énormément. On dirait qu'on a un peu moins cet effet-là avec le cégep parce qu'il y en a dans beaucoup, beaucoup de villes. Fait que tu vas pas si loin que ça. Là. Mais bon. Puis, tu sais, je dirais pas tout ce qui se passe. C'est pas un film sur c'est une forme de viol, mais c'est un film sur le consentement, surtout. Okay. Tu sais. Fait que c'est sûr que dès que t'as pas 100% le consentement de quelqu'un, c'est une forme de viol, mais c'est pas irréversible. Là. C'est pas ça non plus. Ça dure comme 1h30. C'est twisté un peu avec un peu de back and forth pour comprendre ce qui s'est passé. Fait que c'est pas un film... je sais pas comment dire. J'ai apprécié ça, je dis ça positivement, mais c'est pas un film extraordinaire, mais c'est un film qui mérite amplement d'exister. Puis plus on va faire de films de ce genre-là, il y a des dudes puis des bros qui vont voir le film puis vont faire « Ah, OK, tu sais... » Il y a des signes que personne n'a dit pas non, mais elle dit pas vraiment oui, puis tu y vas, puis tu sais, je veux bien croire que t'as envie de fourrer puis que t'as bu 12 bières, mais tu sais... T'es mieux de l'arranger. Ouais, il y a des... c'est ça, là. C'est pas legit, tout à fait, ce qui se passe. Fait que
je pense que c'est mieux de pas cacher ça de ce qu'est le film, sinon vous allez être déçus. Comme je dis, c'est pas la sortie de première date de Saint-Valentin idéale, sauf si c'est une façon de vraiment dire ouais, ça va être ça, mais c'est pas une comédie, là. Fait que c'est un film qui surtout repose sur c'est pas des comédiennes vraiment connues, c'est des Britanniques assez jeunes, là, tu sais. Mais j'ai vu sont un peu plus vieilles que ça. La personnage principale, Mia McKenna-Bruce, dans la vie, a comme 26 ans, mais c'est des corps là, qui ont l'air jeunes. Elle a l'air de 18 ans. Là. Elle va juste avoir une baby face comme toute sa vie. Puis j'avais entendu une entrevue au Empire Podcast, qui est un podcast et un magazine de cinéma britannique, là, un peu comme nous, mais beaucoup plus gros. Puis en fait, il l'avait eu en entrevue, puis elle racontait qu'elle c'était-tu à Cannes, justement, ou quelque chose comme ça, puis il y avait Martin Scorsese. Non, De Niro. Elle a croisé De Niro. Okay. Puis elle était rendue enceinte, là, après le tournage et tout. Puis il était comme... malaisant. Ben oui, parce que lui, il pensait que c'était comme... T'as-tu genre 17 ans, puis là, t'es enceinte à côté? Genre, puis comme... Ah non, j'ai genre 25 ans, là. J'ai juste l'air extrêmement jeune, là. Fait que c'était comme ça, la story. Mais le film est sur ses épaules, parce que rapidement, oui, on voit les interactions avec eux, avec 3 gars qui sont comme le balcon à côté, qui vont comme faire le party souvent avec eux. Puis, mais tu sais, c'est son introspection à elle. Comme je dis, tu sais, sa dynamique avec ses amis. Tu sens qu'elle est plus proche d'une que de l'autre. L'autre est peut-être un peu plus superficielle, mais c'est des amis depuis toujours, tu sais. Fait que, bref, c'est ça pour How to Have Sex. C'est le genre de film que, tu sais, en parlant, on sait pas mal qu'est-ce qui se passe, mais il faut le voir pour l'apprécier, genre, si on... Fait que, voilà, Comment faire l'amour, disponible en version originale, sous-titrée en français. Écoute, j'ai pas noté d'autres sorties. Il y avait rien de tant que ça majeur, à mon sens. Ce qui va arriver, surtout, c'est que mercredi prochain, le 14 février, pour la Saint-Valentin, on a des films absolument pas d'amour et de Saint-Valentin. Mais il y a Madame Web. Écoute, alors qu'on disait que tous les films de super-héros étaient en pause... et qu'il y en allait avoir très peu, ben Sony en profite pour sortir plein de films de l'univers de Spider-Man. Alors, Madame Web... personnages qu'on connaît pas. Ouais, mais c'est pas une méchante. Non, c'est comme une espèce d'aide à Spider-Man des fois, mais là, il n'y aura pas Spider... il va y avoir un genre de Spider-Woman, je pense, dans le film. Il y a Sydney Sweeney, il faut qu'elle soit dans tous les films. Voilà. Fait que c'est avec Dakota Johnson. Quand même curieux de voir ça. Écoute, je dis ça poliment, personne ne s'attend à un chef-d'œuvre, mais est-ce que ça va être bien ou ça va être une catastrophe? C'est ce qu'on se demande. Il y a Bob Marley, le biopic Bob Marley, One Love, qui même en français garde ce titre qui sort aussi. Puis c'est 2 films d'à peu près 1h45, 1h50. Fait que je pense qu'on est straight to the point. Ben là, on n'avait pas d'accès exclusif pour les voir. Fait que, et malheureusement, ben c'est ça. Écoute, je vois pas par quel passe-passe il y aurait un épisode la semaine prochaine. Peut-être, tu sais, les autres sorties, là, parce que là, je sais pas exactement. On va revenir peut-être à mi-mars. Fille en cavale, que j'espère qu'il sera encore à l'affiche quand je reviendrai. Drive Away Dolls de... C'est Ethan Cohen? Je me demande toujours si c'est Joël ou Ethan. Moi, je pense que c'est Ethan de mémoire. Mais fait que maintenant, un des deux Cohen. Qui ne font plus de films ensemble. Ben Puis ça, j'ai vu le running time est à comme 1h25. Là. Fait que ça va être une espèce de qu'est-ce qu'il y a dans la valise, puis du monde qui court après qui, puis montage bien rythmé d'espèce de comédie noire, de malfrats. de mafieux, de petits mafieux, là, de petits bandits, qui a l'air super cool, super efficace, avec des petits caméos de Pedro Pascal et Matt Damon, entre autres. Et évidemment, Dune, le 1er mars. Ça, je pense que même si je le vois juste le 15, il va être encore à l'affiche. C'est officiellement le film que j'attends le plus de l'année. Et on va pouvoir y revenir, même si ce sera déjà sorti. Ah oui, on pourra faire un petit tour d'horizon de ce qu'on a vu. Écoute, puis c'est ça. Je sais pas. Je vais regarder c'est quoi peut-être d'autres gros films du printemps. Là. Puis si je pourrais écouter des trucs chez nous, j'essaierai de me préparer. Tu sais, j'avais voulu faire un fameux marathon de Michael Mann. Finalement, j'ai juste écouté Thief. J'ai jamais eu le temps d'en écouter d'autres. Fait que j'étais pas très à jour quand j'ai vu Ferrari. Mais...
Voilà. Fait que, écoutez, vous pouvez quand même nous écrire balado@commercialclub.ca. On vous répondra dès qu'on peut et on sera de retour en mars pour... j'avoue aussi, dans les sorties, Lucie Grizzly Sophie, le 23 février aussi, suspense québécois. Puis on recommencera, je ne sais pas, là, je ne vais pas brûler. Peut-être en mars, il va y avoir French Girl, un film mi-anglo, mi-québécois, avec entre autres Evelyne Brochu. Je ne sais pas si on va être capable de faire un épisode spécial avec eux. Si, c'est très cool d'avoir Zach Braff qui vient. Je suis pas sûr que lui fasse la tournée promo québécoise, mais Evelyne, puis je sais même pas qui réalise ce film-là. Ça m'échappe. En tout cas. Sinon, j'imagine en avril, on va avoir d'autres occasions. Il va sûrement avoir quelque chose pour Promesse d'Irena, peut-être, avec Sophie Nélis, Louise Archambault. Hôtel Silence aussi. Hôtel Silence, effectivement, Léopold Sébastien Ricard. Je mélange toujours avec Ricard. Fait que, bref, on va pouvoir revenir avec des épisodes spéciaux, des épisodes réguliers au mois de mars, quand je serai cerné jusqu'aux lèvres. Bref, mais on vous invite quand même à consulter le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique et la nouvelle copie va arriver début mars avec... Christine Beaulieu. Spoiler, je sais pas si c'est un secret, mais ça va être Christine Beaulieu en couverture, elle qui sera du film La Fonte des Glaces qui sort au mois de mars. Et bref, le magazine actuel et le prochain, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, bonne Saint-Valentin aussi. Et si jamais des drôles de poils vous poussent sur les bras ou que vos ongles s'allongent, posez-vous des questions.